Voilà, dans le cas de charge surfacique, suivant l'axe local, donc c'est le repère local, voilà. Aussi, c'est le groupe local Z, donc, comme j'ai vu, donc c'est suivant moins Z local, disons que c'est en haut de, disons, de 20 kN par mètre carré en haut. Pour faire une charge triangulaire, écoutez bien, regardez bien, chers auditeurs et auditrices, nous devons utiliser ces coefficients. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, le coefficient 1, c'est le premier clic que je fais. Donc, je vais le mettre à 0. Donc, comme ça, je commence en haut pour avoir une charge triangulaire. Le deuxième, ça va être le deuxième clic qui est aussi en haut. Donc, je vais le choisir 0. Le coefficient 3, 4, 5, 6, etc. vont être égal à 1. Donc, ils doivent être en bas. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais dire 1, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3 et ça c'est 4. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai dessiné. Donc, ça c'est une charge triangulaire, une belle charge triangulaire qui est appliquée suivant un repère local. On pouvait le faire suivant le repère local, le global aussi. Donc, regardez. Donc, je vais supposer que je vais faire une autre charge semblable, mais suivant le repère global à titre éducatif. Regardez ici, je vais choisir de nouveau une charge surfacique, cette fois-ci suivant le repère global. Donc, elle doit être suivant X. Donc, X, elle va être positive parce que c'est une charge, je vais supposer qu'elle vient de l'extérieur vers l'intérieur comme la poussée d'éther. Donc, aussi, je vais supposer que c'est moins 20. Donc, ça va être plus 20 suivant X. Avec le même coefficient 0,01, c'est bon. Mais je dois commencer d'en haut parce que c'est le premier coefficient 0 en haut, le deuxième 0 en haut et les autres vont être en bas. Donc, voilà, j'ai fait de deux façons différentes, deux types de chargement, un qui est global et l'autre qui est suivant le repère global et l'autre qui est suivant le repère local pour un même exemple. Donc, fini le chargement. Voilà. Maintenant, pour mettre les appuis, donc je peux mettre des appuis automatiques. Pourquoi? Parce qu'il comprend maintenant qu'on est dans la notion étage. Donc, je vais mettre appui rigide auto. Voilà. Regardez, il a créé Advanced Design directement, un appui ponctuel sous le poteau, un appui linéaire sous un voile. Donc, il a fait ça d'une façon automatique parce qu'on l'a mis notion étage. C'est comme dans Arch, notion étage, donc semelle automatique. C'est ça. Donc, type d'appui, c'est fait. Maintenant, je peux, je peux copier l'étage pour faire un deuxième étage. Donc, pour faire un deuxième étage, donc je vais choisir les éléments. On peut faire un copiage sans faire un deuxième étage. Mais attention, les éléments copiés, Advanced, il ne va pas comprendre qu'on est dans un deuxième étage. Donc, et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va étudier le génie parasismique, on va voir qu'il y a une vérification qui est très importante à faire, qui est le déplacement relatif entre étages. Si Advanced ne connaît pas que les éléments copiés forment un nouvel étage, ensuite, il ne va plus faire cette vérification. Donc, c'est pour cela que, par exemple, lorsque je copie, donc je fais copier. En copie, je vais faire avancer. Voilà, je vais faire ici, regardez, donc il m'a demandé le vecteur. Donc moi, je vais lui dire 0, 0, 4,2, suivant Z. Donc c'est la hauteur des étages. Je vais supposer que les deux étages ont la même hauteur. Donc, puis je vais créer, je lui dis créer un nouveau système. Regardez, donc, parce que ou bien un système destination, il va aller où? Donc, ou bien je crée un nouveau système, ou bien il faut créer un étage avant. Donc, je vais faire ça, par exemple. Je vais passer dans structure de nouveau, faire gestion de système, créer un sous-système. Donc, voilà, je vais l'appeler PH étage 1. Donc, ça, c'est l'étage suivant, l'étage numéro 2. Je vais lui faire aussi, donc, un niveau actif. Ça va être en haut de 8,4. Ah, désolé, donc il faut pas que je modifie le premier étage, le deuxième. Donc, je vais mettre actif. Haut
ça va être 8,4 et bas 4,2. Donc voilà, je commence toujours par haut jusqu'en bas, sinon je mets des hauteurs en bas qui est plus grand que celui en haut, donc il va me donner une erreur. Donc une fois j'ai fini, voilà, c'est bon. Je reprends mon travail, donc je vais choisir les charges sauf les deux, donc copier. Je choisis, voilà, translation, donc 0, 0, 4,2 mètres de hauteur suivant Z. Système de destination, ça va être PH et rez-de-chaussée. Je vais faire aperçu, regardez bien, donc voilà, il a, c'est bien choisi, donc copier, fermer. Donc j'ai un étage complet qui est créé. Regardez maintenant, si je passe dans PH rez-de-chaussée, donc voilà en bleu, et je fais space, donc je touche le bouton space, donc il va me choisir l'étage qui est en bas. Si je fais maintenant PH étage 1, je fais space, il va me choisir l'étage qui est en haut. Donc maintenant, je peux choisir facilement les étages. Donc je suis prêt pour faire mon calcul. Donc, je vais laisser les hypothèses par élément fini comme par défaut. Je vais mettre avant des combinaisons. Donc, je vais mettre combinaison simplifiée. Je vais laisser par défaut, voilà, et inchangé. Donc, je vais enregistrer toujours. Il faut avoir cette habitude de sauvegarder toujours parce qu'on travaille avec des logiciels qui sont lourds, qui nécessitent beaucoup de mémoire et beaucoup d'efforts de l'ordinateur. Donc, on risque de faire des bugs, c'est-à-dire que le logiciel va faire tout seul. Donc, je vous conseille toujours de faire toujours calcul et de faire enregistrer et d'enregistrer dans un fichier et de garder plusieurs traces. Donc, lorsque le lendemain, je vais reprendre le même modèle et ajouter quelque chose, moi, je fais enregistrer sous un nouveau fichier que je mets la date à l'intérieur. Comme ça, j'aurai de l'archive complet. Au cas où j'ai des problèmes, je peux retourner en arrière. Bon, on est là, donc on peut faire le calcul. Voyons s'il y a des erreurs. On calcule l'élément fini. Très bien, calcul fait. On a 2 étages et Advanced Design il comprend maintenant cette notion dans ce modèle. Donc, il comprend qu'il y a un étage et un deuxième. Et il comprend qu'il y a dans chaque étage des éléments filaires et des éléments surfaciques. Donc, ils sont très bien classés à son intérieur. Donc, maintenant, on peut regarder la descente de charge. Regardons avant l'étage 1, par exemple. Donc là, je vais prendre la structure, étage 1, voilà, et je vais faire filtrer. Donc, j'ai choisi, je reprends, je presse filtrer de nouveau. Je suis là, je mets le curseur sur le PH rez-de-chaussée, je fais espace. Donc, le logiciel va sélectionner l'étage 1. Donc, puis, je fais filtre. Voilà, il m'a filtré les autres éléments. Donc, c'est comme layer isolate, mais ici, on fait selection, by selection. Donc, puis right-click, je vais faire afficher le maillage, je vais décrocher, désolé les nœuds, je ne vais plus voir les nœuds pour pouvoir regarder plus les détails. Regardez quel beau maillage, parce qu'en réalité, on a dessiné un élément, un modèle qui est tramé, qui est nickel, comme on dit. Donc, pour les résultats, si on regarde par exemple les déformations, disons déformation, voilà, surfacique, déformé, cas service, donc voilà, 104 par exemple, OK, OK. Regardez bien, donc il me donne une déformation. Je vous rappelle, chers auditeurs et chères auditrices, que cette flèche ou cette déformation est une déformation élastique qui ne prend pas en compte ni le fluage, ni la fissuration, ni l'existence des armatures. Par suite, ce n'est pas la bonne flèche que je dois contrôler. Là, c'est une flèche élastique que je peux utiliser pour en déduire la flèche béton armé à long terme. Je peux la faire manuellement, je continue manuellement, ou bien je peux continuer dans le logiciel comme on va voir dans la deuxième partie de ce cours. Donc, bien sûr, donc en se passant ici, on a une nervure croisée, désolé, des poutres croisées qui travaillent ensemble.
Donc, si je passe maintenant au résultat, disons, élément fini de type effort, donc dans le filaire, je vais choisir MY qui est le moment fléchissant principal. Donc aussi, je vais prendre ça, par exemple, à l'état ultime. Donc, peu importe, MY à l'état ultime. Donc, voilà. Regardez qu'est-ce que j'ai obtenu là. Bien sûr, cette poutre, elle est beaucoup chargée. Regardez, elle est encastrée dans le voile. Comment j'ai su? Parce que je vois le moment négatif. En fait, dans Advanced Design, ça va être positif. Comme on a dit, la convention, elle est différente. C'est une convention béton armé qui donne le cours du moment du côté tendu, c'est-à-dire elle va nous donner directement là où il y a les armatures. Mais cette poutre, elle est encastrée. C'est par défaut, il prend ça à l'encastrement. Et moi, je n'ai pas changé l'hypothèse. Donc, on va voir une prochaine fois comment on peut changer. Donc, regardez, le moment, il est là, il est grand, il est de l'ordre de 185 kN/m. Et le moment négatif, il est géant aussi, il est 280 kN/m. Donc, c'est pas, ça, c'est, écoutez bien, ça, c'est le résultat du côté élément fini, du côté RDM, puisque la section, il suppose que la section est homogène, élastique, il n'y a pas de pliage, il n'y a rien. Et en réalité, dans le béton armé, la fissuration elle-même et le fluage va en fait, et surtout la fissuration, va faire que le moment négatif, même si on met des armatures, la section en béton armé, elle ne va pas pouvoir prendre tout ce moment négatif. Elle va se fissurer un peu et par suite, il va y avoir, si vous voulez, une diminution de la courbe en bas, c'est-à-dire le moment négatif va diminuer et par contre, le moment positif va augmenter parce qu'il y aura toujours cette conservation de la quantité des moments. Donc, on va voir s'il y a très bien. Regardez dans cette poutre qui vient dans l'autre direction, elle a aussi participé autant qu'elle peut. Regardez le moment négatif qu'elle a généré ici. Donc, elle a généré un grand moment négatif parce qu'elle a essayé de travailler en porte-à-faux comme il n'y a pas un poteau. Elle a essayé de travailler en encastrement, en porte-à-faux, et elle est appuyée sur une poutre. Donc, elles ont fait ensemble, elles ont travaillé tous les deux. Celle-là, elle a participé un peu à l'aide du moment négatif que vous trouvez ici en vert, mais l'autre, elle va participer plus parce qu'elle est plus raide, elle a plus d'inertie et aussi elle est mieux appuyée. Donc voilà, on parle d'ici. Pour les deux poutres qui sont croisées ici, donc que j'ai retiré le moment, regardez, elles ont toutes les deux des moments fléchissants presque pareils, en fait pareils. Pourquoi? Parce qu'il y a une symétrie ici dans donc presque une symétrie dans le chargement et sont deux poutres de même longueur, de même inertie, voilà. Donc par suite, il est normal que toutes les deux travaillent ensemble et toutes les deux partagent l'effort existant et par suite, elles vont avoir des courbes de moment pareilles. Donc, là, si on était dans H, on ne pouvait pas faire ça. On devait choisir une poutre principale qui va supporter la poutre non principale. Et par suite, on va regarder qu'il y a une poutre qui est appuyée, elle est tranquille, et l'autre qui travaille en super power, comme on dit. Donc là, au contraire, vous voyez bien que l'élément fini va nous donner une vue ou une conception qui est beaucoup plus adaptée à la, disons, à la réalité des choses là où tous les éléments travaillent ensemble. Une autre remarque aussi que vous pouvez considérer, vous pouvez voir ici et conclure, c'est qu'en élément fini, la dalle participe aussi dans la répartition des moments avec les poutres participent. Donc, au contraire, par la méthode manuelle, par la méthode de surface d'influence, par la méthode même H, toutes les méthodes traditionnelles, donc là-bas, on suppose que la dalle, elle est totalement supportée par la poutre. Donc, que la dalle ne participe pas à la transmission des charges vers les éléments verticaux. Donc, la dalle, elle transmet la charge vers la poutre vers le poteau. En réalité, la poutre et la dalle travaillent ensemble pour transmettre les charges vers les poteaux et les points. Pourquoi? Parce que les dalles aussi, ils ont de l'inertie. Prenons cet exemple. Donc là, on a des poutres de 40 ou 50 cm de hauteur, une dalle de hauteur 20 cm, donc ce n'est pas négligeable. Évidemment, la poutre elle a une inertie beaucoup plus grande par rapport à l'axe Y local, mais la dalle elle a une inertie qui n'est pas négligeable aussi. Donc, il faut voir ça.
C'est pour cela que dans élément fini, vous allez obtenir des moments différents des calculs manuels. Pour le calcul manuel, la poutre va supporter la totalité du moment fléchissant et la dalle, elle transmet la charge seulement. Ici, non. On va voir que la poutre va prendre un moment inférieur au calcul manuel parce que la dalle va participer encore dans ce système de structure. Donc, attention qu'il y a aussi, on peut faire des erreurs à cause de ça, parce que si on laisse la dalle en full, en inertie non fissurée, c'est-à-dire coefficient d'inertie fissurée égale 1, c'est-à-dire la dalle va participer au transfert des charges vers les poteaux et voiles d'une façon qui est plus grande que sa capacité. Parce qu'en réalité, lorsqu'elle va essayer de faire ça, elle va fléchir, elle va fissurer, par suite son inertie diminue. Lorsque son inertie diminue, par suite, la charge qu'elle puisse prendre, elle va diminuer aussi. Donc, les poutres vont travailler beaucoup plus. Donc ça, le logiciel ne le connaît pas tout seul. C'est pour ça qu'il faut faire une itération de béton armé pour voir, donc Arch Advanced peut faire ça, pour voir le coefficient d'inertie. Il faut changer l'inertie, ou bien automatiquement Advanced peut le faire, ou bien manuellement, nous, on peut le faire. Et comme ça, la dalle participe avec les poutres, mais pas en toute son inertie. Donc, je vous rappelle ici que dans les normes américaines, il existe quelques hypothèses d'inertie. Donc le code américain, l'ACI 78, il nous dit que l'inertie fissurée, par exemple, d'une dalle est vers 0,25. Donc, l'inertie, après fissuration, l'inertie de la dalle devient 0,25 de son inertie, ce qu'on appelle I grosse, I grosse, c'est-à-dire l'inertie totale. Pour les poutres, donc, c'est entre 0,35 et 0,7. Ça dépend si elle est une poutre rectangulaire ou une poutre hantée. Pour une poutre hantée, ça arrive jusqu'au 0,7. Donc, I crack 0,7, I grosse. Donc, c'est l'inertie fissurée. Ou bien 0,35 si elle est une poutre rectangulaire. Donc, pour les voiles vers 0,7 à 0,35, ça dépend des rôles. Pour les poteaux vers 0,7 et ainsi de suite. Donc, les Eurocodes ne donnent pas de tel ordre de grandeur, mais ces normes nous demandent de faire nous-mêmes le calcul. Malheureusement, donc, Advanced Design peut faire une itération et peut conclure l'inertie fissurée d'un élément. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on fait rentrer cet élément, cette inertie fissurée, on va voir que la courbe de moment dans les poutres diminue. Elle augmente un peu plus dans les poutres parce que les poutres vont reprendre plus de moments fléchissants. Donc, on a vu comment traiter les notions d'étage, comment on a commencé à réfléchir comment le logiciel élément fini travaille. Donc, ce n'est pas comme les méthodes traditionnelles. Donc, une petite remarque avant de terminer. Donc, il y a des gens, il y a des ingénieurs donc, qui préfèrent avoir les résultats de calcul manuel. Ils sont habitués à faire ça. Est-ce qu'on peut voir ces résultats dans Advanced Design, dans un logiciel élément fini? C'est-à-dire, on peut demander que la poutre ne participe pas au support des charges avec les poutres. Oui, on peut le faire. On peut le faire. Cela peut se faire en donnant un coefficient, une inertie fissurée égale totalement fissurée pour la dalle. Comme ça, la dalle n'aura pas d'inertie là. Il faut faire deux modèles. Un modèle qui est en fait la réalité avec l'inertie fissurée réelle, donc pour dimensionner les dalles, voir leurs flèches et calculer leur section d'armature. Et un autre modèle avec une inertie ou bien avec un module Young E vers 0, donc 0, quelque chose, donc négligeable. Comme ça, la dalle ne participe pas au support des charges vers les éléments verticaux. Donc, toutes les charges vont aller dans les... Et comme ça, on se rapproche beaucoup plus de la méthode manuelle. Donc, avec cette notion, on a vu aujourd'hui la notion de la dalle, de l'étage, désolé, donc la notion de l'inertie et comment Advanced Design et les logiciels éléments finis travaillent. On a fait une petite comparaison avec Arch et avec les méthodes traditionnelles, donc avec les méthodes de surface d'influence et les autres méthodes qui sont semblables. Et avec ça, je termine cette séance et à la prochaine, chers auditeurs. Merci pour votre attention.